Bonjour à tous, notre invité ce matin est le PDG du groupe immobilier Century 21. Bonjour Laurent Vémont. Bonjour monsieur. Alors 2016 a été une année exceptionnelle pour le marché immobilier avec des transactions records, des prix plutôt en hausse, portés par des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers qui sont très bas. Est-ce que 2007 sera sur la même dynamique? Est-ce qu'elle sera aussi positive, favorable au marché immobilier? Alors, on peut dire que 2017 est parti sur de très bonnes bases, puisque les taux restent bas, que les volumes de vente sont en forte hausse, et que les prix restent malgré tout assez maîtrisés, sauf dans Paris et dans les grandes agglomérations. Mais sur le marché français, on assiste à une hausse de prix d'environ 2% depuis le début de l'année, ce qui est assez raisonnable, et j'ai la conviction qu'on a atteint un plafond de verre, et que le pouvoir d'achat des Français en immobilier a touché ses limites, grâce aux taux bas. Tant que les taux restent bas, le marché restera dynamique. C'est la première fois depuis que je fais ce métier, 33 ans à peu près, qu'on n'a pas vu d'arrêt du métier ou de l'activité plutôt avant les présidentielles. Le marché continue à produire. Il n'y a pas eu d'attentisme de la part effectivement des vendeurs ou des acheteurs. Les taux bas sont trop attractifs pour que les gens attendent. Et on est sur un marché un peu de pénurie, donc se loger est compliqué en France, et quand on trouve le logement de ses rêves et qu'on peut le financer, on passe à l'acte. D'accord. Plus 2% sur l'ensemble de la France, c'est ça, depuis le début de l'année. Sur Paris, c'est un peu moyen? Paris, c'est en train de monter fortement. On va toucher les 9 000 euros du mètre carré à Paris. C'est une hausse de plus de 8%. D'accord, donc ça reste très très dynamique. Et on est sur un marché d'hyper-pénurie, un marché qui est en pleine frénésie, avec des Parisiens qui eux-mêmes entraînent la hausse, puisqu'ils achètent en finançant leur achat avec la revente de leur logement, avec une plus-value de 200% depuis 10 ans. Donc on des moyens financiers liés aux reventes de logements qui sont assez importants, en tout cas plus que partout ailleurs en France. Sur les taux des crédits immobiliers, on commence à les voir remonter effectivement. Est-ce que ça peut être un phénomène qui risque d'arrêter le marché, voire de mettre fin à la forme de surchauffe qu'on a pu voir depuis effectivement 2-3 ans? Alors moi je ne pense pas qu'il y ait de surchauffe, je pense qu'il y a un marché très dynamique, et sur les taux, ce qu'on peut dire, c'est que si la remontée est progressive et lente, il y aura peu de conséquences sur le marché. En fait, ce qui peut bloquer le marché, ce qu'on a connu en 2008-2009 avec les subprimes, c'est un pic. Les taux passent de 3,5 à 5,5%, et là ça a une conséquence, c'est que ça désolvabilise un nombre d'acheteurs important et que ça appauvrit ceux qui pouvaient acheter. Je vous donne 2 chiffres. Quand vous avez des taux à 2%, la banque vous prête pour 1 000 euros de mensualité environ 205 000 euros. D'accord ? 205 000 euros, 1 000 euros de mensualité. Quand on monte à 4,5%, la banque vous prête plus que 172 000 euros. Donc vous perdez 30 000 euros de pouvoir d'achat. Et donc quand ça monte comme ça d'un seul coup, il y a une conséquence, c'est que les volumes de vente se grippent, le marché corrige ensuite sur les prix et redémarre. Tant qu'on est dans une logique progressive et lente, il n'y aura pas de conséquences, où les prix corrigeront petit à petit, mais il n'y aura pas d'arrêt de blocage des volumes de vente. Les taux moyens aujourd'hui, c'est 1,55, ça reste globalement très bas par rapport à ce qu'on connaissait il y a 3-4 ans. Oui, tout à fait. Est-ce que les vendeurs sont en train de revoir un peu leur prétention à la baisse en ce moment, compte tenu justement de du fait que le marché commence à se calmer? Alors, je ne suis pas certain, parce que ce qui caractérise un vendeur en général, c'est d'avoir la conviction qu'il vend le plus beau logement du monde. Et quand on parle de marché haussier, ce vendeur anticipe un petit peu les hausses et a tendance, et c'est une erreur, à mettre son logement au-dessus du prix du marché. Le problème, c'est qu'il faut que les vendeurs comprennent que l'acheteur qui est en face, donc celui à qui va vendre son logement, connaît le marché mieux que personne, puisque le vendeur ne vend qu'un seul bien, et puis il y a des comparaisons qui sont souvent des annonces. L'acheteur, lui, fait le tour du marché. Et donc l'acheteur, il a un niveau de connaissance qui fait que si le bien est en vente sur le marché trop élevé, il n'ira même pas le voir. Donc on dit aux vendeurs qu'il faut raison garder, que le marché n'est pas en train de flamber, qu'il n'y a pas 8%. Il ne faut pas attendre de hausse forte dans les mois qui viennent. Consultez les professionnels, écoutez ce qu'ils donnent comme avis et consultez-en plusieurs, et puis adaptez votre prix au marché, parce que si vous avez un projet de vente, ce que vous perdez, en tout cas en apparence sur la vente, vous le gagnez sur l'achat. Et les délais de transaction évoluent comment en ce moment, par exemple? Aujourd'hui, on est sur une tendance assez élevée. Pour le réseau, c'est plus 13% depuis le début de l'année. Donc, on pense que l'année 2016 sera une bonne année, à condition que les taux ne bougent pas. En fait, ce qui peut faire bouger les taux fortement, c'est un événement international qui les ferait pousser vers le haut. Alors, les premières années du dernier quinquennat avaient été assez dures pour le marché du logement et de la construction. Qu'est-ce que vous attendez du nouvel exécutif aujourd'hui? Quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire? C'est une question compliquée. Je pense qu'il est un peu tôt pour y répondre. Il faut laisser le temps à ce gouvernement de se mettre en place et puis de prendre les bonnes décisions. On a effectivement, en 2012, vécu une année catastrophique avec un ministre qui n'avait pas forcément une bonne vision du logement et qui avait une vision très dogmatique, qui a voulu casser le bras de certains acteurs. On a vu les conséquences sur le marché et on a vu ensuite que c'était les taux qui avaient aidé le marché à se reconstruire. Pour les 5 années qui viennent, eh bien, j'espère que la chose sera de façon plus globale et qu'on essaiera de collaborer, d'apporter nos idées pour que ce gouvernement puisse prendre les bonnes décisions.
Depuis le 1er avril, une loi vous impose effectivement la transparence sur vos honoraires. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Est-ce que ça s'est fait vraiment au bénéfice du consommateur? Alors, ça rend l'annonce absolument illisible, puisqu'on a voulu empiler tellement d'informations qu'aujourd'hui, pour la lire, il faut des lunettes. Les honoraires étaient déjà affichés dans les agences. On sait que c'est environ 5% du prix de vente. Donc, c'est une tempête dans un verre d'eau qui a complexifié la création des annonces et qui la rend plus illisible qu'avant. Donc, on s'est adapté à la loi, parce que Duralex c'est de l'ex, mais très franchement, ça n'a strictement rien changé, puisque c'était déjà le cas avant. C'est complexe en fonction d'honoraires vendeur ou acheteur. Enfin, la lecture même du texte donne un mal de crâne assez rapide. Alors, le réseau Century 21 a fêté très récemment ses 30 ans. Sans regarder le passé, regardant plutôt vers l'avenir, vous le voyez comment dans 5 ou 10 ans? Et quels sont les grands chantiers aujourd'hui que vous devez mener? Nous avons entrepris il y a 6 ans une transformation digitale intégrale du réseau qui a commencé par quelque chose d'un peu étonnant, c'est qu'on a refait nos formations pour adapter nos formations au comportement des clients. Puisque ce qu'on a observé au démarrage, c'est que le digital avait une conséquence qui était sous-estimée, le savoir a changé de camp. C'est-à-dire que les clients, grâce au digital, ont un niveau de connaissance qu'ils n'avaient pas avant. Et donc l'agent immobilier qui était consulté, qui était un sachant, ne l'est plus aujourd'hui, enfin l'est toujours, mais en tout cas pas de façon exclusive. Et donc il a fallu passer d'un statut de sachant à un statut de trieur d'informations. Donc on a commencé par ça, et puis on a ensuite embarqué le digital avec une théorie, c'est que le digital c'est comme l'oxygène, c'est partout dans l'air présent et invisible, mais c'est vital. Donc on n'a pas eu de pôle digital, on a remis à plat et on s'est posé toujours 2 questions sur le digital. Comment ça peut être intéressant pour le client, le rendre dans l'expérience client plus intéressante, et pour les collaborateurs en termes de performance. Et donc sur les 5 ans qui viennent, on continue à avancer à un rythme plutôt à marche forcée, considérant qu'il y a une opportunité, parce que c'est une cure de jouvence que de vivre cette expérience et puis d'utiliser de nouvelles technologies pour être plus performant. Des applis dédiées, des applications pour les collaborateurs, des applications pour les clients, un site internet qu'on est en train de rechanger à nouveau. Enfin, ce qui est différent pour moi, c'est que ce qui se faisait et se défaisait en 15 ans, il y a une trentaine d'années, se fait et se défait aujourd'hui en 7 ans. Donc il faut être agile, habile et rapide. Et malgré mes 56 ans, j'essaie d'être agile, habile et rapide. Merci beaucoup Laurent Vimont. Bonne journée. Merci beaucoup.